Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, on va dans ce cours étudier la deuxième partie de la méthode de séparation des variables. Dans le cours précédent, on avait traité les équations homogènes. Dans ce cours-là, on va aborder comment est-ce qu'on peut traiter le cas des équations non homogènes. Donc la procédure, quand on aura un problème non homogène, va être grosso modo la même. On va voir qu'il y a deux cas à considérer, suivant que le terme non homogène est une constante ou une fonction. Mais donc le principe d'abord, ça va être de diviser, on va commencer avec des seconds membres constants, de diviser d'abord en deux le problème. On va avoir d'une part une équation différentielle ordinaire qui va inclure les seconds membres qui nous gênent, et on va se retrouver de ce fait avec une équation de dérivée partielle qui elle sera homogène et qu'on pourra résoudre par séparation des variables comme on l'a vu jusque-là. La solution du problème complet du coup sera la combinaison des deux, d'une part la solution de l'équation différentielle ordinaire, et d'autre part on fait la somme avec la solution de l'équation en dérivée partielle homogène, et ça nous donne la solution du problème initial. Donc on va traiter un exemple, c'est le plus simple pour bien comprendre ce qui se passe en fait. Donc on considère ici une équation, moralement une équation de diffusion, avec un terme source. La dérivée de u par rapport au temps est égale à la dérivée seconde de u par rapport à x plus un terme gamma. Donc on voit que là, cette équation aux dérivées partielles n'est plus homogène à cause de ce terme gamma. On la prend entre 0 et 1. Et deuxième petit changement par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, sur les conditions initiales, on prend u de 0 et t égale à a et u de 1 et t égale à b. C'est-à-dire que là aussi, nos conditions initiales ne sont pas homogènes. Et puis comme état initial, on prend 0. Why not, là pour le coup, il n'y a pas de problème. Donc on voit que cette équation telle qu'elle ne va pas être séparable. Si vous voulez vérifier, c'est très bien de vous entraîner à le faire par vous-même et de vous apercevoir qu'elle est non séparable au niveau de l'équation aux dérivées partielles, mais aussi au niveau des conditions aux limites. On avait un peu fini là-dessus le cours précédent, on avait vu un peu plus précisément, donc je ne reviens pas sur cet aspect-là, mais quand on se trouve dans cette situation-là, effectivement, on ne peut pas séparer telle quelle l'équation. Donc la méthode, c'est la suivante. On va faire l'hypothèse que notre solution, u de x et t, ça va être la somme de deux fonctions, une fonction qui ne dépend en l'occurrence que de x, et qui va être la fonction qui va absorber les conditions limites d'une part, et d'autre part, une fonction w de x et t qui, elle, va résoudre l'équation en dérivée partielle résultante. Donc ce qu'on fait, c'est que cette forme-là, on l'introduit dans l'équation aux dérivées partielles, c'est-à-dire qu'on va prendre la dérivée par rapport au temps de ce terme-là, et la dérivée seconde par rapport à x de ce terme-là, et on va réécrire notre équation aux dérivées partielles. Donc la dérivée par rapport au temps, le v de x, il disparaît, puisque par rapport au temps, il est constant. Donc il ne reste plus que la dérivée première de w, égale la dérivée seconde par rapport à l'espace, c'est wxx, donc la dérivée partielle de w deux fois par rapport au temps, plus v seconde, là c'est une dérivée ordinaire, puisque c'est une fonction d'une seule variable, plus v seconde plus gamma. Voilà, on a réécrit l'équation aux dérivées partielles de cette première manière-là. Maintenant, ce qu'on va imposer pour avoir une situation homogène pour W, on va imposer que V seconde plus gamma soit égal à 0. Si ce terme-là est égal à 0, du coup, l'équation en W, on voit bien qu'elle va se réécrire Wt égale Wxx, simplement. Donc c'est ce qu'on obtient. Pour W, quand on impose cette condition-là, on se retrouve avec une équation aux dérivées partielles homogène. Donc on a déjà fait disparaître une première partie du problème. Du coup, les conditions limites, elles, vont se réécrire par ailleurs, que u de 0 et t est égal à v de 0, qui dépend de x, v, donc on peut bien écrire v de 0, plus w de 0 en x, et n'importe quel temps comme fonction, égale à 1. De la même façon, en 1, u de 1 et t va être égal à v de 1 plus w de 1 et t. Et donc si on veut à nouveau faire disparaître et rendre homogènes les conditions limites, on va imposer que v de 0 soit égal à a et v de 1 soit égal à b. Du coup, sur w, on n'aura plus que la condition limite qui sera w de 0 et t égale 0 et w de 1 et t égale 0. Donc c'est ce qu'on fait, on impose v de 0 égale a, v de 1 égale b. Ça nous donne des conditions limites qui sont homogènes pour w maintenant, puisque ce terme-là n'est plus qu'égal qu'à 0. Et v en revanche, maintenant, on voit qu'il doit satisfaire le problème suivant, à savoir v seconde plus gamma égale 0, d'une part, et d'autre part, v0 égale à grand A, v de 0 égale à grand A et v de 1 égale à grand B. Voilà, et ça on sait bien le résoudre, c'est vraiment pas un problème compliqué. Pour le coup, on va pouvoir s'attaquer après coup. Les conditions initiales, elles deviennent quoi?
deviennent, je les ai écrites sur la slide précédente, donc on va le faire de mémoire, u de x est de 0, qui était égal, on avait pris égal à 0, est égal à v de x, ça ne dépend pas du temps, donc ça ne change rien pour ce terme-là, plus w de x est de 0. Donc ce qu'on a, du coup, sur la base de la condition initiale, en revanche, c'est que w de x est de 0 doit être égal à moins v de x. Et c'est comme ça, par cette espèce entre guillemets de couplage, qu'on peut satisfaire la condition initiale. Et donc au total, le problème pour le terme w devient dérivée partielle par rapport au temps de w égale dérivée seconde de w par rapport à x. Les conditions aux limites en w sont w de 0 est t égale 0, w dans est t égale 0. Et la condition initiale, c'est w de x est de 0 égale moins v de x. D'accord ? Maintenant, à partir de là, il va falloir qu'on résolve le problème en v, dans un premier temps. Donc allons-y, il ne pose pas de problème particulier, on fait passer le terme gamma de l'autre côté, et puis on intègre deux fois, c'est vraiment pas une équation différentielle compliquée pour le coup. Donc on prend v seconde égale moins gamma, on intègre deux fois, ça va faire moins gamma x plus constante c1, quoi. Et on intègre une deuxième fois, ça fait moins gamma x carré sur 2, plus c1x, plus une deuxième constante, c2. Donc ça, c'est la forme de v de x, fonction à laquelle il faut maintenant qu'on impose les conditions à limite, qui sont que v0 de a égale, v de 0 égale a et v de 1 égale b. Donc on introduit le 0 dans l'expression, ça nous fait du coup c2 en 0, ça fait 0 plus c2 égale à 1, donc ça nous fait c2 égale à a. Après il faut résoudre pour trouver c1. Et donc là, pour le coup, on substitue 1. Ça nous fait moins gamma sur 2 plus C1 plus C2. Donc moins gamma sur 2 plus C1 plus C2, on avait dit qu'il valait A. Donc ça fait moins gamma sur 2 plus C1 plus A égale B. On n'a plus qu'à faire passer les termes de l'autre côté. Et on a trouvé C1. Donc C1 est égal à B moins A plus gamma sur 2. Voilà. On a résolu pour V. On a sa forme et on a les constantes. Maintenant, il faut qu'on résolve pour W, et donc maintenant, on va faire l'hypothèse de séparation des variables. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait un certain nombre de fois depuis le cours d'introduction lui-même. Pas tout à fait cette forme-là, mais par la suite. Également, donc, on sait qu'on pose que W est le produit de deux fonctions, une fonction de l'espace, une fonction du temps, grand X et grand T, respectivement. Et donc, si on résout le problème pour W, on trouve que les valeurs propres sont de la forme lambda n égale n de pi 2, et les fonctions propres associées sont sinus n pi x. Les fonctions tn associées pour ce lambda n là sont exponentielles de moins n2 pi 2 t, et du coup les wn s'écrivent exponentielle moins n2 pi 2 t sinus n pi x. Okay. On a déjà résolu ce problème, donc je ne le refais pas plus en détail que ça pour l'instant, on avance plutôt sur ce qui est plus nouveau aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on impose une condition initiale qui est qu'on veut que il faut que w de x est de 0 soit égal à moins v de x, c'est-à-dire que moins v de x doit être égal à somme de n égale 1 à l'infini des bn sinus n pi x. Et donc là, on voit que on va avoir pour les bn les coefficients d'une série de Fourier en sinus appliquée à v de x. Bon, on écrit les choses un peu tranquillement, donc les bn ils vont avoir la forme moins 2 intégrale de 0 à 1 de v de x sinus n pi x. Donc le moins qui est là, c'est le moins du moins v de x, que j'ai sorti de l'expression. Le 2, c'est parce qu'on a une série en sinus, on peut intégrer juste entre 0 et 1. V de x sinus n pi x dx. Voilà. On peut remplacer maintenant v de x par sa forme. On avait dit que c'était moins gamma x carré sur 2, plus, alors le terme C1, on avait dit que c'était B moins A plus gamma 2, alors je ne l'ai pas mis tout à fait en même ordre, on s'y retrouve quand même, ça fait gamma sur 2 moins A plus B fois x plus A. C2 est égal à 1. Voilà, le tout fois sinus n pi x. Donc on voit qu'on doit intégrer, moralement ce qu'on doit intégrer c'est d'une part x carré sinus n pi x, d'autre part x sinus n pi x, et finalement juste sinus n pi x. Donc ça fait trois intégrales qui se résolvent en intégrant par partie. Donc je saute un peu ces étapes qui sont très calculatoires et sur lesquelles vous avez toutes les infos. On les a traitées un peu plus en détail les fois d'avant. Donc là je me permets juste de donner le résultat pour qu'on aille un petit peu plus vite. Et donc ça nous fait au total, pour les coefficients Bn, 2 gamma sur n3 pi 3 multiplié par moins 1 puissance n fois moins 1. Donc là on reconnaît du cosinus n pi. Oui, ça compte en texte, ça fait du cosinus n pi. Moins 2 sur n pi à moins 1 puissance nb. Voilà.
Entraînez-vous à le faire, c'est un petit peu pénible parce qu'il faut faire 3 intégrations par partie, enfin 2 pardon, x carré sinus npx, x sinus npx. Mais faites-le vraiment parce que c'est l'occasion de s'entraîner et de vérifier qu'on maîtrise bien et qu'on trouve bien la même chose. Voilà, on a résolu les Bn. Et donc la solution de notre équation en dérivée partielle, elle prend la forme u de x et t égale w de x et t plus v de x. Et donc on peut remplacer maintenant par les fonctions qu'on a déterminées, à savoir le v de x qui est là, moins gamma x carré sur 2 plus b moins a plus gamma sur 2 fois x plus a, plus le terme w qui est de la forme somme de n égale 1 à l'infini des 2 gamma sur n3 pi 3, moins 1 puissance n moins 1, moins 2 sur n pi, a moins moins 1 puissance nb, le tout fois exponentielle moins n2 pi 2, t fois sinus npx. Okay. Donc ça, ce terme-là, c'était la résolution de l'équation homogène qu'on avait obtenue pour w, pour lequel la condition initiale était moins v, et les conditions limites étaient homogènes. Et ce terme-là, c'est la fonction v qui a absorbé donc les conditions initiales, les conditions limites non homogènes, et qui a absorbé aussi le terme gamma qui était dans l'équation en dérivée partielle. Voilà, donc ça c'est la procédure pour résoudre des équations en dérivée partielle non homogènes quand on a affaire qu'à des constantes pour les termes non homogènes. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est que ce terme-là, quand on fait tendre t vers l'infini, ce terme-là va tendre vers 0. Ici, tout ce qu'on a, c'est un produit de sinus et de termes qui, eux, vont tendre vers 0 ici progressivement. On sait qu'on a une série de Fourier, donc comme elle a le bon goût de converger, ces coefficients tendent vers 0 quand n augmente. Et en plus de ça, on a une exponentielle moins n2 pi de t, donc exponentielle moins t moralement, donc quand t tend vers l'infini, tous ces termes-là tendent vers 0. Tout ce qui nous reste, c'est le terme v de x qu'on a vu au début, et qui est donc l'état stationnaire. On a résolu au passage l'état stationnaire de notre problème, ou qu'on appelle aussi état d'équilibre. Le terme w de x et t, c'est ce qu'on appelle la solution transitoire du problème. Et la solution totale, c'est la somme de la solution transitoire et de l'état stationnaire. Maintenant, on va venir à la situation des seconds membres non constants. Donc, ce qu'on voit, c'est que la méthode précédente, elle n'est pas applicable si nos conditions limites sont des fonctions du temps. Il va falloir s'y prendre légèrement autrement. Alors, ce qu'on a vu là nous est quand même très utile, hein, ça va nous inspirer sur la façon de faire, mais ça va être un petit peu plus lourd, on va le voir, au niveau calculatoire. Donc là, cette fois-ci, la solution, on va l'obtenir par un développement en série des fonctions propres. Ce sera vraiment le cœur de la méthode. Si on veut avoir une vue d'ensemble de ce qu'on va faire, on va commencer par rendre les conditions limites homogènes, comme on vient de le faire en fait, à savoir qu'on va écrire que u est la somme de deux fonctions, v plus w, où v sera cette fois-ci une fonction de deux variables, de x et de t, mais aura une forme qu'on va donner précisément et qui va lui permettre d'absorber les conditions limites. Après, une fois qu'on aura donné cette forme de la solution, on va la substituer dans les conditions limites, dans les conditions initiales et dans l'équation en dérivée partielle. Et on va devoir résoudre partiellement le problème homogène en W. Et là, ça va être un peu différent. On va effectivement faire une résolution partielle du problème et non pas résoudre complètement W comme on vient de le faire. Parce que ce qu'on va faire ensuite, c'est que le W complet, on va l'écrire sous la forme d'un développement en série dxn. Et on va devoir bidouiller via une équation, via des équations différentielles pour trouver nos coefficients de développement. Et on aura au final notre solution. Donc là, c'est volontairement pas très clair parce qu'on va voir comment ça se fait. Je pense qu'il vaut mieux un exemple pour y voir clair. Et donc on peut à partir de là rediscuter à la fin. On rediscutera un peu tout ce qui s'est passé. Mais donc moralement au début ça va beaucoup ressembler, puis après il va se passer des trucs un peu plus gore. Donc pour cette situation-là, ce qu'on veut maintenant, on va étudier ce problème-là. Assez générique en fait, hein. On va poser qu'on a une dérivée partielle de u par rapport au temps égale dérivée seconde par rapport à x de u plus un terme gamma qui va dépendre de x et de t. À nouveau on va se mettre pour x compris entre 0 et 1, bon, ça simplifie un peu les écritures pour l'instant pour traiter un cas à part. Ça marche tout à fait si on met entre 0 et l, il n'y a pas de problème. On va imposer des conditions limites qui seront u de 0 et t égale a de t, u de 1 et t égale b de t. À nouveau, maintenant c'est devenu des fonctions, c'est pas simplement a et b comme tout à l'heure. Et la condition initiale, là pour le coup on ne va pas la prendre égale à 0, on va prendre de façon générale que notre condition initiale, ça pourrait être une fonction g de x. Et ce qu'on veut, c'est résoudre ça. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par poser que u de x et de t est la somme de deux fonctions, une fonction v de x et de t, et une fonction w de x et de t, où v va prendre en charge les conditions limites, et w va devoir être obtenu par résolution d'une équation en dérivée partielle.
Donc pour faire ça, ce qu'on va imposer du coup, c'est que v de 0 et t soit égal à a de t, et que v de 1 et t soit égal à b de t. Du coup, à partir de là, quand on va substituer u de 0 et t par son expression en fonction de v et w, pour w, tout ce qui restera à être égal à a, si je puis dire, pas très clair. Tout ce qu'on va avoir comme condition, du coup, sera que w de x et de t soit égal à 0, aussi bien en 0 qu'en 1. Et pour imposer cet état-là, on va prendre la fonction la plus simple qu'on puisse imaginer, fonction de deux variables, là pour le coup on a besoin que ce soit le cas. On va écrire simplement que v de x et de t est égal à a de t plus x fois b de t moins a de t. Donc vérifions que ça fait le travail. On voit que si on se met en x égale à 0, ce terme-là disparaît et on a bien v de 0 et de t qui est égal à a de t, donc ça colle bien avec ça. Et si on se met en 1, ça fait v de 1 et de t est égal à a de t plus 1 fois b de t moins a de t. A de t moins a de t, ça fait 0, tout ce qui nous reste c'est b de t. Et donc on a bien que v de 1 et t est égal à b de t. Donc ça, quand on donne une forme à la fonction v, on la prend la plus simple possible qui satisfasse aux conditions limites. Ensuite, maintenant, on va pouvoir réécrire u, puisqu'on connaît la forme qu'elle va prendre. Elle va prendre la forme v plus w, donc pour v, on substitue par sa forme. Alors j'ai enlevé les 2t là, parce que ça fait des lignes à n'en plus finir. Mais donc la fonction u, c'est la somme de a plus x fois b moins a plus w. D'accord. Et maintenant, on va réécrire du coup les conditions initiales pour bien se convaincre que ce qu'on a fait là est bon. À savoir que u de 0 et de t, comme on l'a vu, ce terme-là devient a plus w. Et u de 1 et t, comme on l'a vu également, ce terme-là devient b plus w. Donc voilà, et donc comme ça, u de 0 et t doit être égal à a et u de 1 et t doit être égal à b. Les deux vont se compenser, et tout ce qu'on aura, c'est w de 0 et t égale à 0 et w de 1 et t égale à 0. Ça y est, avec ce petit tour de passe-passe, on a obtenu des conditions limites homogènes pour la fonction w. Maintenant, on va réintroduire dans l'équation aux dérivées partielles la forme de la solution qu'on a, okay, à savoir du coup que u doit être égal à a plus x, b moins a plus w. Donc on dérive d'abord par rapport au temps, là pour le terme de gauche. Le terme de a, il est dérivable par rapport au temps, il devient a' plus x fois b' moins a'. D'accord. Donc tout ça, c'est ce qu'on obtient pour la fonction v. Plus la dérivée partielle de w par rapport au temps, égale la dérivée partielle de w par rapport à l'espace deux fois, enfin par rapport à x, plus gamma de x et de t. Ok. Donc on a un peu progressé, mais on a encore un peu de boulot. Maintenant, nos conditions initiales sur cette solution-là, on voit qu'elle va s'écrire comment. Donc on impose, je ne sais plus si j'ai gardé sous les yeux la condition initiale, oui, il est là, c'est bien. J'ai vachement condensé pour qu'on arrive à voir, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup d'étapes, c'est bien qu'on ait un peu tout sous les yeux. Je me jette des fleurs, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc là, les conditions initiales, c'est u de x et de 0 égale à g de x. D'accord. U de x et de 0 égale à g de x. Mais donc u de 0, il faut qu'on reprenne l'expression qu'on a maintenant pour u, c'est-à-dire a de 0 plus x fois b de 0 moins a de 0 plus w de x et de 0. Et tout ça, là, ça doit être égal à g de x. D'accord. Donc w doit satisfaire quel problème? Il doit satisfaire le problème suivant, à savoir w de t égale wt égale wxx plus une fonction grand f de x et de t, où grand f de x et de t, c'est égal à gamma moins a' moins x fois b' moins a', c'est-à-dire qu'on a fait passer de l'autre côté ce terme-là. Okay, on l'a groupé avec gamma et on a appelé ça grand f. Et les conditions initiales en w sont w de 0 égale w de 1 égale 0. Donc ça c'est bien, c'est homogène. Et w de x et de 0 doit être égal à f. Okay, où f est la fonction formée par, à nouveau, on a fait passer de l'autre côté les termes qui n'étaient pas w, c'est-à-dire c'est formé par g de x moins a de 0 moins x fois b de 0 moins a0. Okay, donc j'ai gardé la même forme, on pourrait aussi faire plus x fois a de 0 moins b de 0 si on voulait être taquin, mais ça revient. J'ai préféré garder le moins pour qu'on voit clairement d'où viennent les choses. Ok, donc maintenant c'est ça le problème qu'on doit résoudre, où le grand f et le petit f sont bien identifiés. Donc maintenant, on va résoudre le problème homogène associé, c'est-à-dire qu'on va pour l'instant oublier temporairement le grand f. Donc ça va se passer comme quand on résout les équations différentielles ordinaires avec un second membre, à savoir qu'on va calculer, en fait ça va être un peu différent parce qu'on va calculer le problème homogène mais un bout de la solution seulement, et après on va calculer des solutions particulières moralement en développant sur ces fonctions-là. C'est pas complète. Enfin bon bref. Ouais. Disons que ça ressemble parce qu'on résout d'abord le problème homogène mais pas complètement.
Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans le cas des équations différentielles, mais il y a quand même des vraies différences. Voilà, pardon, oubliez pouf pouf, c'était pas forcément très constructif ça. Donc la dérivée partielle par rapport au temps de W égale dérivée seconde par rapport à l'espace avec les conditions à limite homogènes. À nouveau, c'est un problème qu'on connaît bien ça. Donc on fait la séparation des variables pour W, qu'on écrit comme étant le produit de grand X fois grand T. Ça nous fait un problème qui va se remettre sous la forme de deux équations différentielles ordinaires. Et on résout le problème d'espace pour l'instant. On va voir qu'on va changer la musique après. On trouve quand on résout le problème d'espace que les valeurs propres sont de la forme lambda n égale n de pi2 et les fonctions propres sont sinus npx. Ok. Et maintenant ce qu'on fait, attention c'est différent, on ne résout pas le problème homogène pour t, mais on va s'attaquer au problème non homogène. Sauf qu'on va dire que la solution du problème non homogène doit être un développement des fonctions propres qu'on vient de trouver ici pour l'espace. Donc ce qu'on va écrire, c'est que le w de x et de t doit être la somme pour n égale 1 à l'infini de coefficients, mais cette fois-ci ces coefficients doivent dépendre du temps fois les fonctions propres qu'on vient de trouver. D'accord? Bon, c'est ça qu'on pose maintenant. Et ce qu'on a aussi, c'est que la fonction petit f de x, qui était, si on revient un tout petit peu en arrière, pardon, c'est pas très pratique quand je fais comme ça, mais la fonction petit f de x, qui est notre condition initiale, et qui avait cette forme-là, on va la développer en série de Fourier. Et de la même façon, le terme grand f de x et de t, on va aussi le développer en série de Fourier, mais à nouveau, on va avoir des coefficients qui vont être dépendants du temps. Et pour ce qui est de l'espace, les fonctions propres, grand xn, qu'on avait trouvées. Donc dans cette histoire-là, les coefficients fn ici doivent être égaux à 2 fois le produit scalaire de f par xn, et les fonctions fn de t sont elles aussi égales à 2 fois le produit de grand f par les fonctions xn, et comme f dépend de x et de t, les fn, grand fn ici, dépendent aussi du temps. D'accord ? C'est de là que vient le fait qu'on ait à nouveau, qu'on ait toujours une dépendance au temps, c'est parce que le grand f ici dépend du temps. Ici, le petit f dépend que de l'espace, et donc on se retrouve bien avec des coefficients qui sont des constantes. D'accord ? Donc, on a fait ce développement en série de Fourier, où on a des coefficients constants pour petit f, et dépendants du temps, donc des fonctions en fait, pour grand f. Ok, donc, récapitulons. Hein. On a résolu le problème homogène associé, après de s'être débarrassé de la partie non homogène sur les conditions à limite, et en oubliant temporairement le grand f qu'on avait obtenu, pour trouver les fonctions propres dans l'espace, et à partir de là, ce qu'on écrit, c'est que wx et t est une série qui se développe sur la base des fonctions propres, mais où les coefficients deviennent des fonctions, et pas simplement comme comme nos séries de Fourier jusque-là, par des constantes. De la même façon, du coup, on va développer en série de Fourier le petit f de x qui était notre condition initiale, et le grand f, donc le terme qu'on connaît, hein, on peut l'écrire aussi en série de Fourier, mais moralement c'est un peu comme une série de Fourier, mais on le développe sous une forme qui est fonction du temps et des fonctions propres de notre problème. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est forcer le développement de W à être solution du problème. Et ça nous donnera du coup la solution en W. Donc le Python de passe-passe, là j'ai rappelé le système qu'on est en train de résoudre. Hein, on est en train de résoudre Wt égale Wxx plus grand f, conditions initiales qui sont là, et W de x et de 0 égale petit f de x. Donc il faut forcer le développement à être solution de ça. Donc d'abord ce qu'on écrit c'est que W de x et de 0 doit être égal à petit f de x, d'accord ? C'est-à-dire que somme de n égale 1 à l'infini, on postule que W a cette forme-là. Donc à t égale 0, ce qu'on a c'est wn de 0 fois xn doit être donc égal à petit f de x. Là on voit que automatiquement, si on veut identifier somme de n égale 1 à l'infini des wn de 0 fois xn avec somme de n égale 1 à l'infini des petits fn sinus npx, on se rappelle que xn c'est nos sinus npx, hein, on voit que clairement on a forcément wn de 0 égale fn. D'accord. Donc pour retrouver notre condition initiale, on va imposer que Wn de 0 soit égal à Fn, où Fn c'est les coefficients de Fourier de la condition initiale. Donc premier point, là c'est simple, il y a une correspondance terme à terme qui se fait et qui n'est pas particulièrement compliquée. Là où ça devient un petit peu plus taquin, c'est pour la résolution de ce terme-là, de l'équation de dérivée partielle elle-même. On voit que la dérivée partielle par rapport au temps de W, c'est somme de n égale à 1 à l'infini de la dérivée des Wn de t dt fois la xn qui ne dépend pas du temps, donc ça reste tel quel.
Et Wxx, donc la dérivée deuxième par rapport à l'espace, ça devient, alors on dérive deux fois des sinus, donc ça fait cos, puis moins sinus, donc on a un signe moins qui apparaît. Somme de n égale 1 à l'infini. On a le npi qui sort deux fois quand on dérive, donc ça fait du n de pi 2. Wn de t quand on dérive, c'est constant par rapport à x, donc ça reste Wn de t. Et les xn, puisqu'on est revenu sur nos sinus npx du début. Donc ça, c'est l'écriture de la dérivée partielle par rapport au temps et par rapport à la dérivée seconde par rapport à l'espace de notre fonction, telle qu'on la postule. Maintenant, on introduit ça dans l'équation aux dérivées partielles. Okay. Donc on l'introduit ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a que w de t, donc ce terme-là, égale ce terme-là, plus le développement de grand F, ce terme-là. On regroupe tous les sinus npx ensemble. Et donc, ce que j'ai fait là, j'ai choisi de garder à droite, donc dwn sur dt, c'est w' de n. On fait passer wxx de l'autre côté, donc le moins devient plus, donc ça fait plus n de pi 2 wn quand on passe de l'autre côté. Et les coefficients fn de t, ils deviennent moins fn quand ils passent de l'autre côté. Le tout multiplié par xn, et ça doit être égal à 0. Okay. Donc nos xn, ils ne sont pas identiquement nuls. À partir de là, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir w'n plus n de pi de wn moins fn égale à 0. Donc c'est cette équation différentielle ordinaire qu'il va falloir qu'on résolve. Elle est du premier ordre, elle est linéaire, donc ça, il y a des méthodes automatiques de résolution. Mathématiquement, ça pose pas de problème. Ça peut être casse-pied si l'intégrale est atroce, mais formellement, on sait calculer les solutions et moralement, on peut les obtenir sans problème. Ok, donc on a des équations différentielles ordinaires pour Wn, et je vous rappelle qu'on avait des conditions initiales aussi, Wn de 0 égale à Fn. Donc en couplant ces conditions initiales avec cette équation différentielle, on obtient la forme de Wn. D'accord, donc le problème qu'on doit résoudre pour trouver les Wn, c'est W'N plus n de pi de Wn égale Fn de t. Donc équation différentielle ordinaire du premier ordre, linéaire, non homogène. Ça se résout sans problème avec des conditions initiales qu'on connaît. Dans ce cas-là, je vais juste rappeler le problème ici. Dans ce cas-là, la solution, on la connaît. Enfin, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais la forme qu'on peut lui donner, elle est cette forme-là, exponentielle moins n de pi de t fois le produit de fn plus intégrale de 0 à t de exponentielle n de pi de s fois fn de s ds. Alors, on n'est pas dans un cours où on va justifier la résolution des équations différentielles. Je fais l'hypothèse que vous savez faire. Si ce n'est pas le cas, il y a des cours à disposition là-dessus, puis vous pouvez trouver, si vous ne trouvez pas ces cours-là très clairs, sur Internet, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller voir ailleurs si vous en ressentez le besoin. Mais donc ça, automatiquement, ça nous donne la solution pour les Wn. Donc on sait faire. Et donc, au total, la solution du problème est de la forme u égale v plus w. C'est-à-dire, pour le terme v, on l'a depuis le début, celui-là, c'est a de t plus x b de t moins a de t, plus la somme de n égale 1 à l'infini des wn de t sinus npx. Ou, rappelons tout ce qu'on a dit, les Wn de t ont la forme exponentielle moins n de pi de t fois fn plus somme de 0, plus intégrale de 0 à t des exponentielles n de pi de s grand fn de s ds, avec grand fn qui est égal à 2 intégrale de 0 à 1 dans notre cas, f de x et de t sinus npx dx, donc le produit, les termes moralement de Fourier de décomposition du f de x et de t. Et les petites fn, eux, c'est les coefficients de Fourier de f de x, d'accord, avec, on se rappelle, le fait que grand F était le gamma de x et de t moins a't moins x fois b't moins a't. C'était le terme gamma qui rendait non homogène l'équation de dérivée partielle et la dérivée de v qu'on avait refait passer de l'autre côté de l'équation de dérivée partielle pour grouper tout ça dans grand F. Et petit f, c'était la condition initiale dans laquelle on avait aussi imposé les a de 0 et les b de 0 pour rendre notre condition initiale compatible en termes de résolution. Et voilà, avec ça, on a résolu notre problème. Voilà comment on obtient la fonction solution. Bon, résumons un tout petit peu quand même pour voir un peu le processus à nouveau dans son ensemble. On se rappelle que ce qu'on a regardé, c'est le problème qui a cette forme-là, dérivée première par rapport au temps de u égale dérivée seconde par rapport à x, plus un terme gamma de x et de t. U de 0 et t égale a de t, U de 1 et t égale b de t, et U de x et de 0 égale une fonction g de x. Ce qu'on a fait, c'était de postuler que U est la somme de deux fonctions, v plus w, où on donne à v une forme simple, telle qu'elle prenne en charge les conditions limites. Après, du coup, on avait réécrit
l'équation en dérivée partielle en utilisant cette forme-là de la solution. On avait refait passer tout ce qui concernait le V de l'autre côté pour l'absorber dans le gamma, ça nous avait donné grand F. Et pour W, on avait obtenu une équation en dérivée partielle non homogène, mais avec des conditions limites homogènes. On a d'abord résolu le problème homogène partiellement, on a juste trouvé les fonctions propres d'espace. Et après, on a fait l'hypothèse que W serait représenté par une série qui serait une somme de Wn de t fois les fonctions de base. Pour ces Wn de t, on les a forcés à être solutions d'équations en dérivée partielle non homogènes cette fois-ci, et ça nous a donné des équations différentielles ordinaires pour les Wn qui se résolvaient bien a priori. Alors on a fait une solution générale, donc il faudrait prendre un cas particulier pour voir exactement le résultat dans un cas donné, mais disons que moralement, a priori on sait faire, on a la résolution d'équations différentielles ordinaires qui nous donne les Wn de t, et une fois qu'on a ça, on a la solution. Voilà, donc c'est la marche à suivre quand on a une équation qui est au dérivé partiel ou des conditions limites non homogènes et dépendantes du temps, ou de l'espace d'ailleurs s'il y avait juste le terme gamma qui dépendait que de x, pour aboutir à la solution. Prenons un deuxième exemple, ce qui va changer, vous voyez qu'il a globalement, moralement la même forme, le seul truc qui change, pour voir un peu ce que ça va changer du coup et pouvoir se fixer un peu les idées, c'est que cette fois-ci, les conditions limites sont dans un cas sur u et dans l'autre cas sur du dx. Ce qui nous permet de voir un peu ce qui se passe quand on a un terme de cette forme-là qui apparaît. Voir, ça va pas être plus compliqué en fait, ça va plutôt être un peu plus simple. Donc à nouveau, on prend u de x et t, on postule qu'elle est de la forme v plus w, où v va prendre en charge les conditions limites. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire qu'il nous faut que v de 0 et t soit égal à a de t, et que la dérivée première de v par rapport à x en 1, ah pardon, j'ai pris entre 0 et l, pas entre 0 et 1. Oui, on va voir ce que ça change quand on prend entre 0 et L. Ça va pas changer tant de choses que ça. On sait faire. Mais bref, que V de X en L et T soit égal à B de T. Ok. Bon, on va prendre la fonction la plus simple qui permet d'obtenir ce résultat. La fonction la plus simple, en l'occurrence, elle est en fait plus simple que ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. V de X et T, on va prendre la forme X fois B de T plus A de T. Pourquoi est-ce que ça marche bien, ça? Vérifions-le. Si on se met en X égale à 0, ça nous fait bien V de 0 et t égale, le terme qui est là disparaît puisque x est égal à 0, et il reste donc a de t, donc v de 0 et t est bien égal à a de t, et après si on se met en L, la dérivée de cette fonction-là par rapport à x, a de t disparaît, c'est une constante, la dérivée de b de t fois x par rapport à x, c'est juste b de t, et donc v de L et de t, c'est p de L, exactement, c'est p de t, pardon, c'est exactement ce qu'on attend ici. Voilà. Donc, ça se passe bien, on a bien absorbé comme ça les conditions limites dans la forme de V. Du coup, on fait l'hypothèse que la solution complète U est de la forme W de x et de t plus B de t fois x plus A de t. Où A de t et P de t sont les conditions limites. Très bien, donc comme tout à l'heure, il faut qu'on réécrive l'équation aux dérivées partielles à partir de là. On voit que la dérivée seconde de U par rapport à x, elle est juste égale à Wxx, puisque ce terme-là, il peut se dériver tant qu'il faut. Ce terme-là, dérivé deux fois, donne b de t première fois, puis quand on redérive b de t par rapport à x, ça fait 0, et a de t, dès la dérivée première, disparaît. Donc, u de xx, la dérivée seconde de u par rapport à x, est simplement égale à la dérivée seconde de w par rapport à x. Et la dérivée première de u par rapport au temps, c'est w de t, alors ça devrait être un petit w là, je ne sais pas pourquoi c'est devenu un gros. C'est une faute de frappe, ou de l'enthousiasme, je ne sais pas. Plus x fois b', dérivé par rapport au temps de ce terme-là, il n'y a que b qui se dérive, plus a'. D'accord. Maintenant, on peut réécrire l'équation en dérivée partielle sous cette forme-là. J'ai d'abord fait les conditions initiales. Les conditions initiales pour w, du coup, deviennent simplement, mais c'est pour ça qu'on a fait tout ce tintouin, si je puis dire. Les conditions initiales deviennent simplement que u, alors c'est un peu moche d'écrire w égale w dérivé, mais bon, c'est bien ce qui se passe en l'occurrence, donc, mais moralement, c'est pas très joli. Bref, ce qu'on obtient juste, c'est que quand on resubstitue u de 0 et de t, tel que c'est écrit là, dans le terme qui est là, ça fait w de 0 et de t égale a de t, égale également a de t, donc les a de t s'en vont, tout ce qui nous reste c'est w de 0 et de t égale 0. Et quand on fait la même opération sur la dérivée première, ce qu'on voit c'est que w dérivé par rapport à x en L et t est égal à 0 également. On a bien obtenu des conditions limites homogènes sur w en faisant tout ça. Donc maintenant, l'équation en dérivée partielle qu'on doit résoudre, c'est
w de t, petit w en fait, et on fait passer de l'autre côté le plus xb' plus a prime comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc ce qu'on obtient, c'est w de t égale k wxx moins xb' moins a' qu'on a fait passer de l'autre côté, plus q de x et de t. Et là, ça commence à ressembler à ce qu'on vient de voir. En fait, on va commencer par résoudre le... Pardon, décidément, j'ai envie d'y aller, donc j'anticipe un peu, mais il faut d'abord effectivement qu'on écrive les conditions initiales. La condition initiale en u, c'était u de x et de 0 égale f de x. On resubstitue u par sa forme, qui est donc de la forme w de 0 et de t, plus b de 0 fois x plus a de 0, et on fait passer de l'autre côté, pour n'avoir que w de x et de 0, comme étant égal à f de x moins x b de 0 moins a de 0. Voilà. Ça, c'est les conditions initiales pour w. Okay. Et donc, maintenant, comme tout à l'heure, on a une équation de dérivée partielle qui n'est pas homogène. On a ce terme-là, ce grand terme-là qu'on peut appeler grand F, comme tout à l'heure, qui est là, et qu'on va commencer par oublier, si je puis dire. Et on va résoudre juste l'équation de dérivée partielle homogène, avec les conditions à limite qui sont également homogènes. Ça, on sait bien faire. Si vous faites le calcul, prenez le temps de le faire éventuellement, on trouve ça comme fonction propre. Donc on commence par séparer w comme étant le produit de grand x fois grand t, et on ne résout que en espace. Donc ça nous fait comme valeur propre lambda n égale 2n-1 fois pi sur 2l le tout au carré. Et les grands xn, donc les fonctions propres, sont de la forme sinus 2n-1 pi x sur 2l. Voilà. Donc avec ça, on a trouvé les fonctions propres. Et donc maintenant, on va en passer à l'étape où on fait l'hypothèse qu'on peut développer en série des fonctions propres. Donc on ne résout pas en t, on développe w en fonction propre. Donc on fait l'hypothèse qu'on peut écrire w de x et t comme étant sous la forme somme de n égale 1 à l'infini des a n de t, xn, où xn c'est les sinus un peu tordus qu'on avait là, c'est nos fonctions propres. Ok, c'est parti. Donc on va forcer d'abord w à être solution de l'équation aux dérivées partielles qui concerne w, non homogène cette fois-ci. Donc on veut que ce soit solution de dérivée par rapport au temps égale k dérivée seconde par rapport à x moins xb' moins a' plus q de x et de t. Là j'ai pas mis grand f, je sais pas pourquoi, j'aurais pu, ça aurait été plus joli. Donc à t égale 0, donc ça c'est notre condition initiale. On a que w de x et de 0 qui doit être égal à f de x moins x b de 0 moins a 0, moins 0. Et ça doit être égal à, on doit la décomposer en somme de n égale 1 à l'infini des a n de 0 xn. Donc une fois qu'on a une fonction ici qui ne dépend que de x, on la décompose sur la base de nos fonctions propres. Ça nous donne les coefficients qui seront les conditions initiales de l'équation différentielle qu'on va avoir pour les an. Donc si on fait un peu le travail, ça nous fait que les an de 0 doivent être de la forme 2 sur L, intégrale de 0 à L, de f de x moins x b de 0 moins a de 0 fois xn de x dx. Donc ça nous donne les an de 0, il y a cette intégrale-là à résoudre pour les trouver. Ensuite, on réexprime w de t et w xx clairement, à savoir que w, quand on le dérive par rapport au temps, il n'y a que les an qui dépendent du temps, donc on obtient des an' de t fois xn qui ne dépend pas du temps, donc c'est un coefficient constant. Et quand on fait la dérivée seconde par rapport à l'espace, les an sont des constantes par rapport à l'espace. En revanche, les xn, quand on les dérive deux fois par rapport à l'espace, si on se rappelle de leur forme, c'était du sinus 2n-1 pi sur 2l fois x. Quand on va dériver deux fois, le sinus va devenir cos, le cos va devenir moins sinus, d'où le signe moins qui est apparu à nouveau. Et les 2n-1 pi sur 2l vont sortir deux fois, et donc on va avoir un carré qui va apparaître. Et on retombe sur nos xn du début ici. Okay, on réintroduit ça en substitut dans l'équation aux dérivées partielles. Donc ce qu'on obtient, c'est qu'on doit avoir... Non, attendez, je ne me rappelle plus comment j'avais tout écrit là. Oui, j'ai déjà fait le travail de regroupement des choses, un petit peu. Donc j'ai regroupé les a'N. Ce terme-là, le moins devient plus quand on passe à gauche. Ça fait a'N plus k lambda n à n fois les xn, qui doit être égal à moins xb' moins a' plus q. Ça, on va le décomposer en série. Donc c'est de la forme de grand F de x et de t, d'accord. Donc c'est de la forme moins xb' moins a' plus q, qu'on décompose en série de Fourier, sur la base des fonctions propres de notre problème. Ça c'est très important qu'on ait bien à chaque fois les grands xn pour décomposer ici.
Et ce qu'on obtient, c'est du coup que le terme ici A'N plus K lambda n à n doit être égal à la décomposition sur la base de ces fonctions propres de grand F, donc au grand Fn de t. Voilà, où les grands Fn de t sont donnés par cette relation-là. Ok, j'espère que c'était pas un peu trop pas clair là pour le coup, mais bon, moralement c'est la même chose que ce qu'on vient de faire pour le problème précédent. Mais, voilà. Donc on obtient une équation différentielle ordinaire pour les AN qui est à nouveau d'ordre 1, ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous fait A'N plus K lambda n AN égale Fn de t. Donc c'est une équation du premier ordre non homogène qu'on sait bien résoudre, et la condition initiale pour les AN de 0, on l'avait obtenue ici, d'accord. Donc je la reproduis simplement directement. À nouveau, les AN de t, on a exactement la même forme de solution que le cas d'avant, hein. Ça nous fait du AN de 0 exponentiellement lambda n kt plus exponentiellement lambda n kt intégrale de 0 à t de Fn de s exponentielle lambda n ks ds. Je l'ai lu très vite, ça n'a pas tellement d'importance, enfin si c'est important de savoir le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la méthode, on sait juste que moralement on sait le faire. On est en train de faire beaucoup de choses moralement là. Et la solution, c'est égal à u de x et t est égal à la somme de v plus w. Le terme de v, on l'a depuis le début, pour ainsi dire, c'est x fois b de t plus a de t, plus somme de n égale 1 à l'infini des an de t qu'on vient d'exprimer ici, fois sinus de racine de lambda n x. Donc, ça, c'est nos grand xn. Voilà. Ok, j'ai pas remis la liste de tout ce qu'il y avait pour trouver les AN dans lesquels il y avait les grands Fn, à quoi était égal grand Fn, à quoi était égal le petit f, tout ça. Mais c'est la même chose que la fois d'avant. Je pense que c'est le genre de cours où c'est pas inintéressant à te faire pause et de prendre le temps de méditer tranquillement au fur et à mesure pour bien comprendre. Voilà, je déroule un peu vite, il faut le digérer à votre vitesse, hein, bien sûr. Ok. Bon. Mais il y a plus. Il y a toujours un peu plus. Et là, on va arriver, entre guillemets, au bout des considérations générales et après, on pourra attaquer des résolutions de problèmes un peu plus concrets. On l'a déjà fait quelques cas concrets jusque-là, mais maintenant, là, on aura un peu toute l'artillerie, entre guillemets, de la séparation des variables. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus? Quelle est la dernière étape un peu théorique qu'on a à franchir? C'est qu'on peut considérer le problème suivant ici, où on a du g de x fois du sur dt égale d sur dx de k de x du sur dx plus h1 de x fois u. Et là, on voit qu'on a cette fonction. Jusque-là, on avait des constantes devant notre dérivée seconde, mais là, cette fois-ci, on a une fonction à l'intérieur. Là, on ne peut pas faire sans, et le u est multiplié par une fonction de l'espace. Bon, c'est un peu plus général que ce qu'on a fait jusque-là. Et on peut faire une séparation des variables là-dessus. Donc, faisons-le. On pose que u est de la forme grand X fois grand T, d'accord? Donc là, ça devient g fois x fois t' à gauche. Et ici, ça devient une dérivée d'ordre 1 droite, puisqu'on a une fonction x qui ne dépend que de grand X, pardon, qui ne dépend que de x, et une fonction grand T qui est une constante pour cette dérivée, donc on peut moralement l'écrire avec un des droits, de k de x fois la dérivée de u par rapport à grand X, c'est grand X', et le grand T, on peut le sortir. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est clair, mais ça devient une dérivée juste droite par rapport à x. Le k de x reste k de x. Le du sur dx devient la dérivée de x, c'est-à-dire x' fois t qu'on peut sortir parce qu'il ne dépend pas de x. Et le h1 de x fois u devient h1 fois x fois t. Et maintenant, on peut séparer tout ça. On peut diviser par grand X fois grand T. Quand on dérive à gauche par grand X fois grand T, le xt' devient t' sur t. Le g, moralement, on peut l'envoyer à droite. D'accord. Le kx' fois grand T, le t se simplifie, ça devient k grand X' sur g de x. Et le h1, comme on divise par grand X grand T, ils disparaissent. Et tout ce qui nous reste, c'est h1 sur g. Donc on a une fonction qui dépend que du temps, là qui dépend que de l'espace, et tout ça est égal à moins lambda. Une constante, c'est la seule solution à nouveau, on se rappelle, quand on sépare les variables, on obtient généralement, enfin toujours même, deux équations différentielles qui ne dépendent chacune de deux variables différentes et que d'une variable différente. Et donc, on peut écrire que c'est égal à une constante. Donc ce qu'on voit, c'est que pour x maintenant, on a un problème qui est de la forme k fois x', le tout prime, plus, alors on fait passer tout ça de l'autre côté, donc on fait passer ce terme-là d'abord, ou enfin pardon, j'ai ramené le moins lambda de l'autre côté, oui. C'est plus simple de ramener le lambda de l'autre côté, et on multiplie tout par g grand X, donc ça fait h1 fois grand X plus lambda g grand X, donc au total c'est un problème qui a cette forme-là,
kx' plus h1 plus lambda g grand X égale 0. Donc les problèmes qui ont cette forme-là, qui sont donc des équations différentielles du deuxième ordre à coefficients non constants, ont été très étudiés et ont donné lieu à une théorie qui est la théorie de Sturm-Liouville. C'est un problème qu'on appelle un problème de Sturm-Liouville. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours, comment est-ce qu'on peut, quel est le cadre théorique de résolution des problèmes de Sturm-Liouville pour bien comprendre ce qui nous attend par la suite, à savoir qu'on pourra développer sur les fonctions propres des problèmes de Sturm-Liouville. Il y a tout un cadre théorique pour ça. Donc c'est le prochain cours, on va voir ce cadre théorique, on ne va pas démontrer les choses globalement, on va juste le poser et on va l'utiliser pour la résolution des équations en dérivée partielle par la suite. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop assommé. Il faut prendre le temps de bien relire la méthode de résolution. Elle est très importante quand c'est une constante ou quand les seconds membres sont des constantes, puis quand ce sont plus des constantes, comment on fait. Vous avez vu que c'est toujours un peu la même chose quand même. Donc une fois qu'on a compris le principe de base, entre guillemets, on peut y aller et dérouler la méthode. C'est évidemment un brin long quand on a un vrai problème à résoudre, mais bon, c'est la vie, les équations de dérivée partielle ne sont pas des problèmes simples à traiter. Et encore, on est sur des problèmes qu'on peut traiter analytiquement. On verra plus tard, éventuellement un cours, on parlera un peu de méthode numérique, mais l'objectif pour l'instant, de toute façon, là, dans le cadre de ce cours, c'est les méthodes analytiques et particulièrement la séparation des variables. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée, journée, soirée, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.